Du Café Histoire, c'est l'histoire. Donc on considère que l'histoire, c'est un laboratoire dont on peut tirer des enseignements, un laboratoire qui n'est pas beaucoup utilisé pour nous permettre d'apprendre à penser par nous-mêmes. Donc, dans tous les livres que vous nous avez présentés, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que je n'ai pas vu de livre d'autocritique sur l'écologie. Je dis ça parce que moi je suis d'une génération, donc je suis un enfant à la fois des 30 Glorieuses et de 68. Alors je suis un peu provocateur, vous m'en voudrez pas. Hein. Et donc tout ce que vous m'avez dit, je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà entendu, j'avais 16 ans. J'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu, je prends un exemple, le dessinateur GB avait sorti un livre qui s'appelait « On arrête tout, on repart à zéro ». Il y a déjà des éoliennes partout dans son bouquin. C'était le dessinateur GB. Je ne vous parle pas de Charlie Hebdo qui à l'époque s'appelait Harakiri. Et puis j'avais les copains de lycée qui partaient faire des communautés dans les Cévennes. Ils partaient élever des chèvres. Donc c'était plus. Alors au final, ça partait pour élever des chèvres, et puis le gros c'est que ça tournait plutôt en usine à partouze. Au mieux, ils faisaient un peu de la laine. J'avais même un copain qui avait ouvert un magasin écologiste, un type de mon lycée. Il était plié de rire parce qu'il allait acheter les œufs au prix unique. Et il les vendait 2 fois le prix aux gogos qui venaient l'acheter. Tout ça pour vous dire que, alors je suis provocateur, mais c'est vrai ce que je vous dis. Et toute cette génération qui tenait ces discours-là, on peut parler de Cohn-Bendit, il n'en est pas loin. Et je ne vais pas développer, je ne vais pas appuyer là où ça fait mal en disant qu'il est passé par la case pédophilie. Mais toutes ces équipes, ce mouvement, on se rend compte des années après qu'en fait, autant ils ont su critiquer la société de consommation, autant après ils se sont mis au service du libéralisme. Et aujourd'hui, on les retrouve patrons de chez Libération, on les retrouve au service du libéralisme qu'ils ont critiqué. Alors, donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les écologistes font, comme les marxistes, l'autocritique d'une des générations, ce que j'appellerais la première génération de l'écologie politique. Deuxième autocritique, chez les cathos cette fois-ci, parce qu'on va passer large. Les cathos, vous l'avez bien dit, ont fait le premier mouvement, les encycliques sociales avec Léon XIII, le mouvement social catholique est exceptionnel. On peut parler, on s'occupe des apprentis, avec Albert Demain, s'occupe des ouvriers, il y a tout un tas d'expériences où on s'occupe des enfants, des apprentis, on prend la défense. Tout ça a été fait, et puis, avec une ouverture concrète sur le monde ouvrier, sur les pauvres, mais sur les faibles, je dirais, surtout sur les faibles, exceptionnelle. D'ailleurs, il est surprenant que l'Église ne sache pas se souvenir et exploiter, valoriser et tirer des enseignements de ce mouvement, de ce mouvement extraordinaire qui est une sorte de pré-écologie au moment, parce que l'écologie, on parle vraiment d'elle au moment où on ne sait pas encore la société de consommation, mais c'est la société industrielle, on l'a bien vu, c'est la société industrielle qui se développe avec tous ses méfaits et ce culte du progrès et de la croissance. Et puis là, l'Église, il semblerait qu'elle n'ait rien à dire. Alors c'est exceptionnel, à part en faire des saints. En fait, certains d'entre eux sont tenus des saints. Mais il n'y a aucun enseignement, donc je reviens à l'histoire, l'écologie politique 68 arts, alors là c'est énorme parce qu'ils sont venus au service du libéralisme. Moi j'aimerais bien que ceux qui soient cette seconde génération des écologistes commencer par la critique pour ne pas tomber dans les mêmes travers, de façon concrète. Ça, je n'ai pas l'impression que ça existe. Et puis chez les cathos, tirer des enseignements de l'expérience, et vraiment s'il y a quelque chose à revendiquer, c'est tout ce grand mouvement social qui a eu lieu après l'encyclique, enfin même un peu avant, avec l'encyclique de Léon XIII. Voilà. Je vous repasse le micro. Alors, effectivement, il y en a beaucoup qui sont partis avec
utopistes, hein, avec le désir d'aller élever des chèvres au Larzac. Bon, d'abord, le Larzac, c'est un combat qu'ils ont gagné. Alors, sur 100 personnes qui sont allées là-bas, qui se sont installées, il n'y en a que 5 qui sont restées. Bon, il y en a 5, oui, qui ont pu vraiment se réaliser, faire des choses intéressantes, mais les autres, l'immense majorité, effectivement, n'ont pas persévéré. Bon. Mais pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Parce que là, on est dans les années de grande sécularisation, où comment dire, où on est dans l'idéologie. L'idéologie est très forte à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'idéologie. Hein. À part la seule idéologie qui s'impose à tout le monde, qu'on peut résumer en 4 lettres, TINA. Tu sais ce que c'est, TINA? TINA, c'est la pensée conforme aujourd'hui. C'est There is no alternative. C'est ce que Margaret Thatcher avait dit. Voilà. Là, je vois qu'il voilà, y a beaucoup d'anciens ici donc, qui ont connu le mur de Berlin. Et donc ce monde bipolaire avec ce qu'on appelait le monde libre. Et puis de l'autre côté, il y avait le mur de fer. Et puis les gens qui souhaitaient partir, on leur tirait dessus. Bon. Et donc, mais après la chute du mur, il y a beaucoup de gens, moi le premier, hein, qui ont eu comme Saint Paul, hein, qui ont des écailles qui sont tombées des yeux quand même. Parce qu'on idéalisait le monde libre, les États-Unis, etc. Et puis quand il y a eu la chute du mur, on s'est rendu compte que non, il n'y avait plus que l'hyperpuissance américaine, un seul modèle finalement, aucune alternative. Et puis souvenez-vous, c'était les années Thatcher, Reagan, etc. Bon. Ces gens-là, c'était des utopies, c'était des idéalistes, des idéologues, et donc ils n'ont pas pu se sortir justement de ce carcan idéologique et affronter à la réalité, évidemment, de ce monde très très incarné, ce monde terrien, voilà. Eh bien, ils n'ont pas supporté, la plupart sont partis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Il y a un phénomène intéressant, avec même ce qu'on appelle des néo-ruraux, mais il ne faut pas imaginer que ce sont forcément des bobos qui vont s'installer à la campagne. Non, ce sont des gens, des jeunes, sérieux, qui ont vraiment le désir d'un enracinement, et même d'un travail comme artisan, commerçant, paysan, en milieu rural. Et leur projet, il est bien monté en général, puisqu'on estime que 3/4 de ceux qui s'installent comme ça ont un projet sérieux et pérenne. Voilà. Donc c'est pas du tout la même mentalité que dans les années 60. Après, évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui colle au réel. L'idéologie... Pourquoi est-ce qu'on était tous, d'ailleurs, plus ou moins allergiques à l'écologie jusqu'à maintenant? C'est aussi parce que c'était comme une espèce de chasse gardée d'idéologues, avec des idées complètement farfelues, des libertaires, d'extrême gauche, etc. Et donc, on englobait tout, finalement, derrière, finalement, des étiquettes comme ça d'appartenance politique. Et on était... Et on n'était pas attiré, à juste titre on n'était pas attiré, mais parce qu'on avait oublié nos origines, nos racines, etc. Il y a une petite plaquette qui s'intitule, je crois que c'est l'écologie n'est pas de gauche, je ne sais pas si tu connais. Et donc c'était le fondateur de lecture française, lecture et tradition, hein. Coston, je crois, qui avait écrit cette plaquette, dans laquelle il donnait un certain nombre de noms. Il disait, mais tous ces gens-là, c'est pas des idéologues d'extrême gauche, ce sont les pionniers de l'écologie en France notamment. Il citait Geffroy, par exemple, fondateur de la Vie Claire, des gens comme ça. Voilà, des gens qui ont fait beaucoup de bien. Hein. Et donc, simplement, on a oublié. Je pense qu'on a complètement oublié tout cela. Et puis, on n'a pas eu suffisamment un regard critique sur les méfaits, justement, du libéralisme, de la société libérale, capitaliste, etc.
on s'est focalisé sur des aspects positifs, parce que pour nous, dans notre esprit, c'était lié justement à une amélioration du niveau de vie, etc. Bon. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a la possibilité, voilà, de regarder sereinement, voilà, d'où on vient, etc. Alors l'Église, elle a produit effectivement cette pensée sociale, hein, la doctrine sociale de l'Église, qui est absolument remarquable, absolument remarquable. Voilà. Et donc c'était donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Pourquoi est-ce que l'Église a perdu du terrain après? Ben, c'est complexe, hein. C'est complexe. Mais pourquoi est-ce que aussi l'Église catholique a perdu la classe ouvrière aussi à un moment donné? Bon, l'enseignement, il était là. Le magistère était là. Il y avait des expériences qui étaient mises en œuvre dans des entreprises. On a pu accuser ces patrons de faire du paternalisme. En réalité, c'était justement ce que voulait l'Église. Voilà. Pour éviter la dialectique, la lutte des classes, etc. Donc, il faut savoir qu'il y a des forces du mal aussi qui se déchaînent. Il y a des idéologies comme ça qui se sont répandues, le communisme est sorti avec un grand prestige du deuxième conflit mondial, par exemple, pour différentes raisons. Voilà. Et donc il y a eu cette omniprésence au niveau intellectuel, même les penseurs, les philosophes, les écrivains, ils étaient tous membres ou proches du Parti communiste, compagnons de route, etc., pendant toutes ces années d'après-guerre. Et puis les gens qui étaient plutôt traditionnels, contre-révolutionnaires, catholiques, ils ont pu éventuellement être épurés, pourchassés, etc. Donc je pense que ça a pu y contribuer, ça. Là, je vois les choses au niveau de la France, mais bon. Il y a eu les 30 Glorieuses aussi, qui ont incité les gens à aller aussi dans cette direction, à se dire, ouais, mais le capitalisme, c'est extraordinaire, cette société libérale, voilà, ma vie s'améliore, elle est beaucoup plus confortable maintenant. Donc on n'a pas remis en question cela, on n'a pas remis en question du tout. Il n'y avait aucun opposant à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le productivisme. Il fallait croître, se développer, croître, et puis on disait, puis on parlait des pays sous-développés. Voilà. C'était péjoratif. Alors après on a dit pays en voie de développement. Pays émergents. Voilà. On essaie de trouver des termes comme ça qui ne fâchent pas. Mais je pense qu'on n'était plus à l'écoute de l'enseignement de l'Église. Je pense peut-être qu'on n'enseignait même plus, cette pensée sociale, on ne l'enseignait même plus dans les séminaires. Non, mais c'est autre chose. Bien. Si vous développez la solidarité imposée, vous n'avez plus la charité. Alors, peut-être qu'à l'occasion, on fera une causerie sur... J'ai l'occasion de siéger au conseil municipal de Toulon et le hasard fait qu'à mon extrême droite, j'ai un écolo. C'est ça qui est toujours pittoresque. Sur ces questions d'écologie, il a très souvent des réflexes, des réflexions, des interventions très très justes. Et il y a un point sur lequel on n'est jamais d'accord, une pierre d'achoppement, qui est la question de l'immigration. Et quand on discute de l'écologie intégrale, elle comprend l'homme, et elle comprend l'homme dans son cadre naturel, qui est la vie notamment sur sa terre. Vous avez beaucoup parlé du pape François. Moi, par exemple, j'ai une gêne quand j'entends le pape François parler de la question humaine, quand il parle des grandes migrations et quand il parle des migrants. Quand il parle de l'immigration, j'ai du mal à me retrouver dans le discours du pape François. Et donc quand il parle d'écologie intégrale, je trouve qu'il omet cette question nécessaire d'avoir une terre, un peuple, que le peuple puisse vivre librement sur cette terre, et donc d'essayer de limiter dans son discours ces grandes migrations qui participent aussi aux grands troubles qu'on peut connaître dans le monde. Ma question, elle est du coup, est-ce que dans ce grand mouvement de décroissance, des altercatos, cette capacité de parler d'écologie et de se faire entendre de la gauche, est-ce qu'on ne cède pas un peu, à cause de cette question du thème de l'immigration, est-ce qu'on ne cède pas quand même à une question fondamentale, qui est celle de la liberté des peuples à vivre chez eux sur leur terre? Est-ce que finalement,
manger du fromage de brebis élevé, grandi, trait et fabriqué dans le Larzac, est-ce que c'est plus important finalement que la disparition en tant que telle du peuple français? Voilà une autre question. L'abbé Jurek. Après, il y a d'autres sujets hein, sur l'identité. Non mais monsieur l'abbé, je vous l'ai dit, C'est un sujet. j'y peux rien, C'est c'est comme une balle de jokari, on tape et la balle revient. C'est un sujet sur lequel j'ai échangé avec Guillaume de Thieulois du Salon belge. Et je lui ai envoyé justement toutes les références, il y en a plein hein, dans l'Audate aussi, sur l'enracinement, l'identité, l'important d'être attaché à un terroir, à une terre. Et tout récemment encore, sous la plume du pape, il y a des références à l'importance pour les peuples, justement, l'importance de préserver leur identité culturelle et ethnique. C'était marqué c'est un texte du pape François, tout récent. Donc, alors, je vais choisir, là je choisis effectivement un certain nombre de citations qui vont dans ce sens, hein, que je veux défendre, parce qu'à mon avis, elles y sont, ces citations. Après, il s'agit de savoir comment on tire un document, dans quel sens on tire. Comment est-ce que je sais ce que le pape François il dit d'ailleurs? Comment est-ce que je le sais? Il ne me le dit pas à moi directement, je le sais par les médias. Et les médias présentent les choses toujours sous un angle particulier. Et puis, comment dire, la charité, c'est pas la même chose que la justice. Et puis l'action individuelle, c'est pas la même chose que la défense du bien commun. Pour le chef de l'État, il n'a pas les mêmes responsabilités que moi à mon niveau. Quand je vois une détresse, je vais secourir quelqu'un. Bon. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Je pense qu'à nous, chrétiens, catholiques, vraiment d'être le plus nuancé possible. Mais en tout cas, notre religion, c'est la religion de l'incarnation. Donc la question de l'enracinement, elle est très importante. La question de la tradition, d'un enracinement, la question de la transmission, tout ça, ça nous parle. L'Église a toujours enseigné ça. Oui, Bien. sur l'immigration, si je peux ajouter, mais juste une petite... Pour aller dans ton sens et en même temps répondre à Maury, je crois que la question de l'immigration ne peut pas se résoudre avec un seul pape. Donc je vais être un peu jésuite, mais je suis un peu jésuite, c'est le cas de le dire, mais je pense que nous ne sommes pas en présence d'un magistère bien sûr solennel, nous ne sommes même pas souvent à ces questions-là en présence d'un magistère ordinaire, puisque l'imam authentique, c'est souvent des déclarations d'avion, c'est souvent des... donc je crois que c'est très important, puisque nous avons vu qu'il y a une certaine manière de parler Pape François, de pouvoir rattacher tout ce qu'il dit à l'enseignement constant de l'Église, et donc ce que Jean-Paul II a pu dire, évidemment, sur ce que le catéchisme de l'Église catholique dit, ce que Jean-Paul II a pu dire, puis rattaché à Pie XII. J'ai peut-être une vision un petit peu différente de Laurent dans le milieu là-dessus, c'est que je pense que dans son livre qui est très intéressant, dans la critique un peu de tout le magistère récent sur cette question-là, je trouve qu'il ne met pas suffisamment les degrés du magistère. Il prend tous les discours dans tout leur ensemble, il fait une espèce de melting pot. Donc oui, il y a une difficulté, il ne faut pas la nier, je trouve, dans la manière dont le pape François parle de l'immigration et de la gravité. On sait bien qu'il y a une différence entre l'épiscopat polonais et le pape, entre l'épiscopat hongrois et le Saint-Père. On sait bien qu'il y a une tension, on ne va pas se fermer les yeux, on peut aimer le pape et puis être conscient que eh bien, il y a des difficultés d'une vision générale géopolitique et qui semble contredire ce qu'ont dit d'autres papes sur la question. Je pense aussi que dans l'histoire du pape François, il faut comprendre aussi qu'il est sud-américain, qu'il a une vision d'immigration très particulière, très attachée à son histoire. Donc je crois qu'il y a une liberté aussi de penser sur cette question-là, en présence du magistère, mais même chez François c'est complexe,
parce que lui-même, à d'autres moments, parle de l'enracinement et parle aussi, à certains moments, du droit des États et des nations à pouvoir réguler l'immigration. Donc il se répond à lui-même parfois. Et donc, ce qui montre que c'est une affaire complexe, qu'il y a à la fois, on est pris dans une tension avec un désir pour des chrétiens de charité de ne pas laisser les gens mourir quand ils arrivent près d'une côte, et puis ce sont des êtres humains, ça ne se régule pas comme on régulerait des animaux, ou une immigration de moustiques, ou je ne sais pas quoi. Donc il y a des êtres humains, et il faut considérer qu'on est dans un monde qui est complètement fou, avec une immigration complètement folle, et que souvent ce sont des réseaux qui ont poussé à cela. Donc il dit, attention, c'est de l'homme qui est là. On ne peut pas uniquement réguler ça par des théories politiques en disant, pas d'immigration, etc. C'est qu'il y a des gens, il y a des mineurs qui arrivent. On a un frère dans le quartier qui s'occupe, en ce moment, des gars de 16 ans qui débarquent. De 16 ans, des centaines qui arrivent. De 16 ans, il y a de tout. Donc ce sont des hommes, il y a quelque chose à faire. Donc il y a le désir du vrai chrétien d'avoir une charité, et puis en même temps un réalisme politique où il faut être conscient qu'on a affaire véritablement à une manipulation générale et puis à une progression de l'islamisme qui est quand même inquiétant, qui se sert de cette immigration. Je pense qu'un jour, il va falloir qu'on fasse une causerie sur l'immigration, mais parce que ça revient sans arrêt. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus, mais sans... Si on le fait, il ne faudra pas qu'on simplifie trop, parce que c'est tout de même complexe. Prenons un exemple, allons jusqu'au bout. L'immigration, parlons du remplacement, du grand remplacement, parce qu'autant le terme a été contesté, maintenant il est beaucoup plus admis. Mais s'il y a le grand remplacement et qu'ils viennent, c'est qu'il y a de l'espace, c'est qu'on libère, et ça soulève le problème de la démographie. Si nous n'avions pas de problème démographique en Europe et en France, ils ne viendraient pas prendre nos places. On craint qu'ils transforment nos églises en mosquées. Mais elles se vident, nos églises. Elles se vident pourquoi? Ils font que prendre la place. Ils font que prendre la place que nous laissons vide. On les laisse vides pourquoi? Parce qu'on regarde la télévision, on regarde la publicité. Regardez, nous succombons à la société industrielle, aux attraits de la société industrielle. Il faut aborder tous ces problèmes-là. Même au niveau des solutions. Les solutions, si on ne crée pas des usines en Afrique pour les faire bosser, alors on a foutu en l'air la colonisation, c'est bien dommage, mais si on ne crée pas des usines là-bas, ils retourneront, on n'a aucune chance qu'ils aillent là-bas. Donc ça ne sera pas simplement, je pense que si on l'aborde, on ne pourra pas l'aborder en termes d'assiégés, c'est vrai que l'islam est conquérant, mais sinon c'est la guerre civile, et dans ce cas-là, diffusons des M16, des Kalachnikov, et puis en avant, bon. Bref, voilà. D'autres questions pour revenir sur l'écologie, tout ça pour vous dire que je suis pas persuadé que l'islam, je vous le dis franchement, je suis pas persuadé que l'islam soit l'ennemi numéro 1. J'en suis pas persuadé, je pense que l'ennemi numéro 1, si on veut se ressaisir, c'est d'abord de prendre conscience, de réagir sur les phénomènes d'aliénation dont nous sommes sujets, d'abandon de notre démographie, et puis après, l'ennemi numéro 1 bis, c'est probablement l'islam, plus que et peut-être l'immigration, je ne sais pas, l'immigration, l'islam, mais numéro 1 bis. Mais il va falloir les traiter dans le bon sens, il ne faut pas abandonner le fait que nous avons tout de même nos propres responsabilités dans l'abandon de nos racines. C'est pas eux qui vident nos églises tout de même. C'est l'abandon de nos racines. Quelles sont les causes de l'abandon de nos racines? Quelles sont les causes de l'abandon de notre démographie? Bon, moi je souhaiterais qu'on pose des questions un petit peu, qu'on vienne un petit peu au cœur de